avec notre cher maître Dr Mokhtari. Donc, c'est avec un grand honneur et plaisir d'être présente avec mes maîtres Ustad Olmatay et Ustad Abou Saad. Et donc, on a que Dr Mokhtari qui va nous parler d'un thème qui est très pertinent, très fréquent, l'encéphalopathie anoxique et spécifiquement le type 1 de Sarnet. Sabah al-khair, salam alaikum. Merci beaucoup, Madame la modératrice, messieurs les modérateurs. Merci beaucoup aux organisateurs, Si Mustafa, toute l'équipe de FES, à l'Istiqbal. Donc, le sujet, quand on avait parlé avec Si Mustafa, l'idée de refaire, parce qu'on a déjà fait plusieurs fois le thème sur l'asphyxie périnatale, c'est de faire parler de l'asphyxie périnatale, mais parler également de ce qu'on appelle les formes minimes. Parce que avec les formes minimes, vous allez voir qu'elles ne sont pas aussi minimes que ça. Donc elles sont quand même assez compliquées. Donc pour commencer, je vais vous raconter quelques histoires. Une petite fille qui est née à 39 semaines, 3,5 kg, grossesse normale, accouchement par voie basse, d'un siège, travail 6 heures, bradycardie fétale à dilatation complète, bradycardie à 60 par minute. La sage-femme examine la dame et elle tombe à ce moment-là sur une procidence du cordon avec un pouls qui est très bradycarde, donc au niveau de la présentation. Elle appelle l'obstétricien, le obstétricien l'examine, il confirme la procidence du cordon et à ce moment-là, au lieu de faire une césarienne, il calcule le temps en disant je fais une césarienne, ça fait 15 minutes, si je fais une version plus une grande extraction à ce moment-là, si je fais une grande extraction parce que c'est un siège, si je fais une grande extraction de siège, ça va être rapide, il fait une grande extraction de siège. La bradycardie a duré 17 minutes. Et on lui fait un gaz du sang au cordon ombilical qui montre un pH à 7,32 et des lactates à 3,8. 7,32, 3,8. Le pédiatre s'en occupe, il désobstrue, il ventile, il masse, voilà, il essaie d'intuber finalement. Comme il y avait du sang partout, échec d'intubation, il reventile, il retente une intubation et finalement il réussit à l'intuber à M6, sachant qu'il a continué la ventilation manuelle et le massage cardiaque externe pendant ce temps-là. Il récupère une fréquence cardiaque après l'intubation et l'Abgar, vous voyez, il est à 0,013. Et il fait un gaz du sang à 30 minutes de vie qui montre un pH à 6,80 et un bas excès à moins 22. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Vous voulez que je dise le deuxième cas clinique? Deuxième cas clinique. Mère 20 ans, j'ai 3P2, admise en hôpital en plein travail. La même chose, présentation de siège, prolapsus du cordon. D'accord, l'enfant naît, donc là ils font un forceps, naissance en état de mort apparente, score d'Abgar à 0, 1, 3, 5, enfin 0. Durée de prolapsus 20 minutes, Guillac-Quint 17 minutes de bradycardie, là c'est 20 minutes. Gaz du sang sur la veine ombilicale est à 7,24, sur l'artère ombilicale est à 7,10, là c'était 7,32. Les lactates, ils étaient à 3,2 tout à l'heure. Et après 20 minutes de réanimation sans succès, on fait à ce moment-là, donc l'enfant est intubé, ventilé, KTVO et ainsi de suite, on fait un gaz du sang, le pH est à 6,68, la PCO2 est à 120 bien sûr, et le bas excès à moins 22, le bas déficit. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux situations? Quand on regarde le gaz du sang qui est fait au cordon, qu'est-ce qu'on pense? Il y a le premier qui avait un pH à 7,32, le deuxième, il avait un pH à 7,24 sur la veine et 7,10 sur l'artère. 7,10 sur l'artère, ce n'est pas la catastrophe. Yak. Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une espèce de décalage entre le tableau clinique anténatal, bradycardie fétale? Alors, je vous raconte ces deux histoires parce que ce sont des histoires pour lesquelles j'ai été désigné comme expert. Et les obstétriciens, ils ont dit, l'enfant à la naissance, il était bien. Il était bien parce que le pH est à le reflet du pH est à le reflet de la circulation fétale. Le pH, le premier était à 7,32, donc le deuxième 7,10 de pH sur l'artère, ça va pour un voilà. Donc c'est la faute, elle est au pédiatre parce que la réanimation postnatale n'était pas bien faite. Donc dans les deux cas, les pédiatres étaient menacés, comme quoi c'était eux qui étaient responsables. Oui, l'Abgar est à 0, je suis d'accord.
Et là, ils te disent que ils disent il y a une bradycardie fétale. C'est clair. Il existe une bradycardie fétale, mais cette bradycardie fétale n'a pas de retentissement sur l'enfant. Puisque même avec un Apgar à 0, l'Apgar ils disent à 0 c'est classique. Mais si l'enfant était bien réanimé, il pourrait remonter à 5 ou 6 en 1 minute. Sauf que la réanimation était mal faite. Ce sont les obstétriciens qui ont dit ça. Et donc vous allez voir que c'est absolument faux ce qu'ils ont dit. Donc je vais vous me rappeler à la fin pour que je vous dise le clou de l'histoire. J'espère que vous allez vous en rappeler parce que moi j'aurais certainement oublié. Juste un petit rappel de la circulation fœtale. Ça vous le connaissez. Circulation fœtale, elle se fait dans un sens où vous avez à ce moment-là le placenta. La circulation, donc le sang oxygéné, alimenté et riche en énergie provient par la veine ombilicale. Il passe chez le fœtus et le fœtus à ce moment-là, il utilise tous ses nutriments et il restitue à la mère par l'intermédiaire des artères ombilicales. Donc quand on prend un placenta, une circulation fœtale, on a une veine qui est de calibre assez large et 2 artères qui sont de petits calibres. La veine, elle achemine le sang qui est donc oxygéné et riche en énergie et les artères acheminent le métabolisme fœtal, c'est-à-dire le sang qui est pauvre en oxygène, riche en gaz carbonique et également riche en tout ce qui est déchets pour être éliminé par la mère. Et parmi les métabolismes, les métabolites qui sont transférés, on sait par exemple qu'à travers le placenta, tous les métabolites sont transférés, en particulier les nutriments, que ce soit les protéines, les glucides, les lipides et tout le reste, mais aussi l'oxygène. L'oxygène, il diffuse très très facilement de manière passive de la mère au fœtus à travers le placenta. Et on sait que la saturation fœtale, elle est à 60 à 87%. Même quand on rajoute de l'oxygène à la mère, par exemple dans certaines situations, quand la mère, quand il y a une bradycardie fœtale pendant le travail, on positionne la mère sur le côté, on met de l'oxygène 10 litres ou les 15 litres par minute, ça ne change pas grand-chose à la saturation fœtale. Et quand vous prenez la PaO2 fœtale, qui est de l'ordre de 15 à 18 ou la 20 mm de mercure, quand vous mettez 20 litres par minute d'oxygène à la mère, elle passe à 22. Alors, vous savez pourquoi elle n'augmente pas? Tout simplement parce que la nature fait que la saturation chez le fœtus doit rester basse pour maintenir le canal artériel ouvert. Si la saturation monte au-delà de 90, le canal artériel se ferme. Le fœtus, il meurt. D'accord? Donc, c'est pour cela, sauf quand vous avez une oxygénation hyperbare chez la mère, à ce moment-là, vous pouvez avoir une oxygénation fœtale qui est plus élevée. Sinon, ça ne monte pas. Et donc, quand on calcule le flux sanguin cérébral en fonction, bien sûr, de l'oxygénation maternelle, on voit, par exemple, que quand vous diminuez le flux sanguin cérébral jusqu'à le flux sanguin cérébral est de l'ordre de 100 ml par minute par 100 grammes. Quand vous le diminuez à 50 millilitres, vous allez avoir une petite altération de la synthèse des protéines parce que vous altérez à ce moment-là le métabolisme énergétique, que ça soit au niveau de l'oxygène ou que ça soit au niveau des calories. Et quand le flux baisse en dessous de 20, vous commencez à ce moment-là à avoir une altération réelle des cellules neuronales avec une altération de l'ATP, l'ATP qui est l'élément énergétique voilà, et donc vous allez altérer le cytosquelette des cellules neuronales. Donc, tant que le flux sanguin cérébral reste suffisamment, je dirais, maintenu avec des niveaux corrects, il n'y a pas de conséquences neuronales. En revanche, quand il y a une ischémie, une anoxie-ischémie sévère, avec une altération, surtout l'anoxo-ischémie, elle intervient à la fois par le manque d'oxygène, mais surtout l'énergie, parce que quand vous avez une interruption du flux sanguin, vous avez une interruption également de l'énergie. Là, en ce qui concerne l'oxygène, vous avez une altération de la mitochondrie. La mitochondrie, on va voir tout à l'heure, quand on va parler du pH et des lactates, le niveau de fonctionnement de la mitochondrie, vous allez avoir une altération de l'ATP, qui est la base de l'énergie, et vous allez avoir 2 ou 3 phénomènes qui vont se conjuguer en même temps. Le premier phénomène, c'est celui de l'altération de la pompe à sodium avec des cellules, une altération de différence de potentiel au niveau des cellules neuronales. Et à ce moment-là, vous allez avoir une entrée massive de sodium qui va entraîner un œdème cérébral. En même temps,
le manque d'oxygène va agir au niveau du cycle de Krebs. Vous allez avoir une déviation du cycle de Krebs vers le métabolisme anaérobie. Et là, vous allez avoir une déviation de l'acide pyruvique qui, au lieu d'aller de rentrer dans le cycle de Krebs, il va à ce moment-là passer vers le cycle de lactate. Et vous allez avoir une accumulation de lactate qui est le reflet du métabolisme anaérobie. Et en même temps, vous allez avoir un dysfonctionnement du ribosome. Et ce dysfonctionnement du ribosome va altérer la synthèse protéique. Et on sait que les protéines interviennent dans la formation du cytosquelette, du squelette cellulaire pour faire les doubles membranes. Donc, tous ces phénomènes se conjuguent en même temps. Ça, c'est un schéma pour vous dire, donc je passe rapidement sur ce schéma qu'on connaît tous, pour vous dire que l'asphyxie se déroule en 3 phases. La première phase, c'est le déficit énergétique initial. Quand vous avez une interruption brutale à ce moment-là du débit sanguin, de la mère au fœtus, vous avez la réduction donc de l'ATP, on l'a vu, la réduction d'énergie. On a une dépolarisation des cellules neuronales qui, avec une rentrée de sodium de manière massive, et donc l'installation d'un œdème cytotoxique. Et pendant la deuxième phase, au moment de la levée de cette ischémie, parce que dans le mécanisme d'ischémie, on a 3 types d'ischémie. Il y a l'ischémie où vous avez à ce moment-là une procidence du cordon, où vous avez une interruption brutale et d'un seul coup, ou bien quand vous allez avoir un décollement placentaire ou là une rupture utérine, là vous avez une interruption brutale et continue d'un seul coup. Et parfois vous avez un phénomène de ischémie-reperfusion. Par exemple, quand vous avez une procidence sur un siège. Autant une présidence sur une présentation céphalique, vous avez une compression d'un seul coup, mais sur le siège, vous avez à ce moment-là une possibilité où le cordon continue à circuler. Il circulait par moment en fonction de la compression. Quand la mère pousse, elle contracte, à ce moment-là, vous avez une compression du cordon. Dès que la mère relâche, la contraction se relâche, vous avez un passage. Donc vous avez ischémie, reperfusion, de manière alternée. Et pendant les phases de reperfusion à ce moment-là, ce sont des phases de reperfusion qui sont malheureusement incomplètes parce qu'elles durent quelques minutes. Et à ce moment-là, on a de nouveau une ischémie. Pendant la phase de reperfusion, à ce moment-là, vous allez avoir une restauration de la circulation fœtale. Et puis de nouveau une ischémie, puis de nouveau. Donc déficit, restauration, déficit. Et ces éléments-là, ils vont, au bout d'un certain moment, ils vont finir par altérer les cellules neuronales et à ce moment-là, on arrive dans un œdème cytotoxique qui commence à s'installer de manière durable et l'œdème cytotoxique lui-même, il va gêner la microcirculation cérébrale. Donc même lorsque la reperfusion va se faire, le sang n'arrive pas jusqu'au niveau des cellules neuronales parce qu'il y a un œdème tellement intense qu'il va gêner la microcirculation capillaire. Si je vais trop vite, vous me faites signe, je ralentis. Et on arrive à la 3e phase, qui est la phase d'installation du déficit durable. C'est-à-dire que là, on va arriver aux situations où la nécrose s'installe de manière définitive parce que on va avoir une libération, on va avoir la stimulation de la cascade excitotoxique avec la libération des acides aminés excitotoxiques, en particulier le glutamate, la formation des radicaux libres et l'augmentation des lactates intracérébrales. Parce que dans un premier temps, les lactates, ils augmentent dans les vaisseaux, donc le lactate sérique, après ils vont augmenter au niveau du cerveau. Sauf que la clearance des lactates sériques, elle est plus rapide. 2 heures, 3 heures, vous avez les lactates qui disparaissent dans le sang. 24 heures, 48 heures. Quand vous calculez, quand vous regardez le lactate cérébraux, ils mettent parfois 1 semaine avant la clearance est beaucoup plus lente. D'accord? Et donc là, on arrive à une 3e phase d'œdème cytotoxique. Vous avez le premier œdème cytotoxique qui est lié à la phase d'ischémie initiale. Vous avez la phase de reperfusion où vous avez à ce moment-là une altération de la repolarisation cellulaire avec l'entrée du sodium et là vous allez avoir une deuxième phase. Et puis la 3e phase, celle de l'altération totale avec l'apparition des radicaux libres et l'activation de la cascade cytotoxique. Donc on arrive à ce moment-là à un œdème généralisé qui va lui-même altérer la circulation cérébrale. Cliniquement, vous avez 2 phases. La première phase, c'est anténatale. Là, c'est le rythme cardiaque fœtal. Et on sait que le rythme cardiaque fœtal est un marqueur, mais un marqueur qui est extrêmement difficile, qui est très peu discriminant, sauf quand vous avez, par exemple, là, quand vous avez une bradycardie fœtale qui se prolonge, là, c'est indiscutable. Quand vous avez une tachycardie fœtale, vous voyez le curseur? Non, vous le voyez pas. Si? Parce que sur l'écran, non, donc c'est...
Ah oui, عندي هذا الآخر. Voilà. Donc, tachycardie fœtale prolongée, ou quand vous avez une bradycardie fœtale prolongée, vous voyez, c'est parlant. Mais sinon, le rythme cardiaque, malheureusement, il est très, très discuté, très discutable. Et les obstétriciens, ils ont déterminé, depuis 2005, l'Académie américaine d'obstétrique, elle a déterminé un certain nombre de critères pour savoir, pour discriminer les encéphalopathies qui ont lieu en anténatal ou qui ont une origine non obstétricale. Et donc, à ce moment-là, pour déterminer s'il s'agit d'une asphyxie périnatale perpartum et non pas antépartum, ils ont déterminé 9 critères. Et ces critères sont les suivants. Par exemple, il faut qu'il y ait une acidose au cordon ombilical ou dans l'heure qui suit la naissance avec un pH inférieur à 7, un base déficit supérieur à 12, une encéphalopathie qu'on va voir tout de suite, une paralysie cérébrale durable qui va s'installer par la suite. Et il faut exclure, et c'est ça le gros problème, c'est exclure les autres causes. Parce qu'on ne peut pas les exclure à ce moment-là rapidement. Et les éléments à qui nous, on donne par exemple de l'importance, par exemple, un événement, vous voyez ça, un événement sentinelle, quand vous avez une rupture de l'utérus et ainsi de suite, c'est un élément qui, bien sûr, c'est un élément sentinelle qui va vous orienter. Mais c'est pas celui qui va donner le plus de valeur. Et d'un autre côté, on a par exemple les anomalies du rythme cardiaque fœtal. Vous voyez que le score d'Apgar, il fait pas partie des critères essentiels. Il fait partie des critères accessoires. Parce que le score d'Apgar peut être altéré en raison d'autres causes en dehors de l'asphyxie périnatale. La même chose en ce qui concerne la souffrance multiviscérale, la même chose en ce qui concerne l'imagerie cérébrale. Donc, tous ces arguments vont nous orienter vers la présence ou non d'un événement en perpartum. Quand on n'a pas ces éléments, on peut pas, voilà. Cliniquement, chez le pédiatre, on a quelques éléments. L'asphyxie périnatale est une détresse neuro-cardio-respi. C'est une détresse globale. Et à ce moment-là, le pédiatre, il va faire quoi? Il a 2 outils à utiliser qui sont le score de Sarnat modifié. Et ce score de Sarnat modifié, donc il y a 3 critères, 3 grades. Le premier grade, c'est l'enfant est considéré comme normal, encéphalopathie modérée ou encéphalopathie sévère. À ce moment-là, on va mettre le nom de l'enfant, l'heure et ainsi de suite, et on coche pendant les premières heures où est-ce qu'on en est. Et en fonction de ces éléments-là, on va déterminer le grade. Le grade 2 et 3, comme vous le savez, nécessite une hypothermie thérapeutique. Le grade 2, c'est celui qui bénéficie le plus de l'hypothermie parce qu'on arrive, le grade 2, on arrive à la phase 2 de l'asphyxie périnatale, c'est-à-dire entre H6 et H8, H9 à peu près. Et le grade 3, c'est la phase tardive où on a déjà toute la cascade excitotoxique qui est installée, on a la libération des radicaux libres, donc on est déjà dans une phase avancée. On a beaucoup plus de phénomènes de nécrose que d'apoptose, alors que l'hypothermie, elle agit essentiellement sur le phénomène d'apoptose. Il y a un deuxième score qu'on utilise de moins en moins, mais qui n'est pas mauvais du tout, qui est le score de Thompson, qui prend en considération un certain nombre d'éléments et qui leur donne, par exemple, si je prends le score de Sarnat, vous avez un score pour lequel on dit hypotonie, ceci, enfin, ce sont des éléments plus ou moins subjectifs. L'autre aussi, il est subjectif. Sauf que là, on va donner des valeurs. Et en donnant des valeurs, on va regarder en fonction du temps. Par exemple, là, j'ai mis J1, J2, J3. On peut mettre H1, H6, H12 et ainsi de suite. Et on va voir s'il y a une altération progressive de ce, voilà. Et ce score, on va donner une valeur, par exemple, quand tout est normal, c'est 0, on va donner des valeurs. Et on va faire un total. Lorsque le total est, vous voyez sur cette étude qui est faite d'ailleurs par Thompson lui-même, quand on regarde vous voyez, quand le score dépasse 7, on arrive, c'est la déviation standard la plus élevée. Normalement, le score est entre 5 et 6. Quand vous avez un score qui dépasse 7, vous êtes dans une situation pathologique. Donc, quand on combine le score de Sarnat, quand on a un doute, on peut utiliser le score de Thompson en plus, et ça permet à ce moment-là de dire, oui, le Thompson est à 10 ou à 12, donc c'est un élément qui est en faveur. Parce que le Thompson, si vous voulez, il prend en plus de ce que prend le Sarnat, il prend par exemple la succion, déglutition, la respiration, la fontanelle antérieure, des éléments supplémentaires. Ça nous fait, à ce moment-là, enrichir la clinique. Et vous allez me dire, la clinique, c'est pas toujours facile, parce que faire la distinction entre un grade 1, un grade 2, d'autant plus qu'il existe beaucoup de chevauchements entre les grades.
Et entre le grade 1 et 2, on va dire, bah oui, mais est-ce que c'est un 1, est-ce que c'est un 2? Il a les yeux fixés, il est un petit peu raide au niveau des extrémités. Il y en a un qui va dire, oh, c'est normal. Hein. Et l'autre qui va dire, non, non, c'est un grade 1. Et quelqu'un d'autre qui va dire, ah bah non, on est presque sur le 2. Donc, il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. Donc, il faut trouver des éléments objectifs. Les éléments objectifs, c'est, on est dans un métabolisme, on est dans une déviation du métabolisme du fait d'un manque d'énergie et de manque d'oxygène. Et cette déviation du métabolisme, elle peut être à ce moment-là déterminée en fonction de, on est dans le métabolisme du glucose et le métabolisme d'oxygène, et qui sont déviés vers un métabolisme anaérobie. Ce métabolisme anaérobie, il est, on peut l'exprimer biologiquement par un certain nombre de marqueurs, en particulier par le pH et l'acide lactique. Et puis d'autres. Par exemple, il y a d'autres éléments qui interviennent puisqu'on est dans, par exemple, on peut utiliser d'autres marqueurs, par exemple la phosphorylation oxydative, par exemple l'hydrolyse de la créatinine, et ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut utiliser. Donc les éléments les plus connus sont le pH. Le pH doit être, à ce moment-là, c'est un critère d'évaluation de la phase de perpartale. Elle va nous dire, parce que le pH va refléter quoi? Il va refléter toute la partie de ce qui s'est passé dans l'heure qui a précédé le prélèvement. Il va dire, est-ce que dans l'heure qui a précédé le prélèvement, parce que le sang reste stable au niveau pH pendant 1 heure. Si on prélève, par exemple, immédiatement au cordon, on a l'idée de ce qui s'est passé pendant l'heure qui a précédé. Si on prélève à 30 minutes de vie, on a un reflet de ce qui s'est passé pendant les 30 minutes de vie, plus les 30 minutes anténatales. Ici, donc il est fiable pendant 1 heure. Voilà. Alors que les lactates sont fiables pendant à peu près 30 minutes, pas plus. Donc les lactates, ils peuvent être modifiés au bout de 30 minutes, alors que le pH, il reste un petit peu plus stable. Donc à ce moment-là, quand on fait un pH au cordon, il faut bien sûr prélever de préférence sur l'artère ombilicale, parce que l'artère ombilicale reflète le métabolisme fœtal, alors que la veine ombilicale, elle va refléter le métabolisme maternel. Si on n'a pas le choix parce qu'on a un collapsus de l'artère, il va falloir à ce moment-là prélever sur la veine, mais retirer 0,09, 0,1. Si le pH est à 7,10 par exemple, à ce moment-là, je vais mettre qu'il est à 7,09 et non pas 7,10. Je retire 0,1. D'accord? Donc à ce moment-là, il faut ajuster. La même chose pour les lactates. Quand les lactates, je les fais sur la veine ombilicale, il y a une valeur comment ça s'appelle, d'ajustement qui est de 0,04. Donc donc on va l'avoir tout à l'heure. À ce moment-là, le prélèvement doit être fait le plus rapidement possible après la naissance, dans les 30 minutes après la naissance. Mais le mieux, c'est qu'il soit fait au cordon ombilical. Et quand on regarde, par exemple, cette étude qui est assez ancienne de 2007, qui montre quel est le pH au niveau artériel et le pH veineux, la PCO2, la PaO2, selon un certain nombre d'études qui sont quand même assez larges. Je n'ai pas mis la population, mais il y a des études qui ont porté sur 30 ou 40 000 nouveau-nés. Vous voyez que le pH artériel, il est égal, il est en moyenne à 7,24, en moyenne. Le pH veineux est en moyenne à 7,32, 7,33. Il y a un point de différence entre les deux. C'est-à-dire, un point, c'est là. Quand on prend la PCO2, elle est beaucoup plus élevée au niveau artériel que veineux, parce que le sang artériel, c'est le reflet de la circulation fœtale qui est riche en gaz carbonique. Et la PaO2, elle est basse chez le fœtus. Et le bas déficit, vous voyez, il est de l'ordre de 3, 4, dans le sens négatif, parce que c'est un déficit. Donc, moins 3, moins 4. Donc, quand on a ces notions-là, déjà, ça nous permet de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une acidose physiologique et qu'est-ce que c'est qu'une acidose pathologique. Alors, l'acidose physiologique, donc, c'est comme ça qu'elle s'appelle. On sait que pendant la deuxième partie du travail, vous avez à ce moment-là, juste avant l'expulsion, la deuxième partie du travail, les contractions deviennent de plus en plus fréquentes. Donc, le fœtus n'a pas le temps de respirer, de récupérer. Donc, nous avons à ce moment-là des contractions toutes les 3 minutes, enfin, au début toutes les 10 minutes, après toutes les 3 minutes, et ça contracte. Et à ce moment-là, ça altère le flux
placentaire, obligatoirement, parce que les artères utérines ne reçoivent pas suffisamment de sang à ce moment-là, et vous avez de temps en temps une espèce d'hypercinésie utérine qui va à ce moment-là contracter de manière assez intense, et surtout un manque de relâchement de l'utérus qui permet au fœtus d'être vascularisé. Donc ça crée obligatoirement une acidose de type métabolique. Et cette acidose métabolique, elle est physiologique dans la mesure où elle reste isolée. C'est-à-dire que quand vous prenez un pH, je prends par exemple un pH qui est inférieur à 7, de l'ordre de 6,99 ou la 7, yallah. On va dire, est-ce qu'il est pathologique ou physiologique? Est-ce que c'est lié à la deuxième partie du travail qui était intense, ou bien c'est un pH qui est pathologique, qui est le reflet d'une asphyxie? Là, je vais regarder si ce pH est nu. J'ai un enfant qui va très bien, il a un score d'Apgar à normal, il a une bonne adaptation, il a crié assez rapidement, il a une grille d'encéphalopathie qui est strictement normale, donc il n'a pas de Sarnat ni 1 ni 2. Je vais dire, il a un pH acide, c'est probablement le reflet d'une phase secondaire du travail qui est assez intense, mais il n'a pas de risque de séquelles. Alors que si en même temps j'ai une acidose associée à un base déficit supérieur à -12, avec un score d'Apgar inférieur à 5 M5, avec des anomalies du rythme cardiaque fœtal, alors que c'est le même pH, et j'ai un contingent d'éléments qui sont associés, donc ce pH devient pathologique. Donc ce qui rend le pH pathologique, c'est le contingent à côté. Ce n'est pas la valeur en elle-même. Cependant, le pH reste un mauvais marqueur. Vous voyez, on a un pH, on va dire il est associé, il est nu, donc voilà, c'est un élément d'aide, c'est un examen complémentaire, comme son nom l'indique. Donc dans ce cas-là, quel est l'élément supplémentaire qui est intéressant pour nous? C'est l'acide lactique. L'acide lactique, il reflète lui aussi la deuxième étape du travail, sauf que l'acide lactique, le pH, il reflète deux éléments. Il reflète une acidose, qu'elle soit respiratoire ou métabolique. Il reflète les deux. Alors que l'acide lactique, il reflète uniquement la part métabolique de l'acidose. Il ne reflètera pas la part respiratoire de l'acidose. Par exemple, quand on va regarder quand on combine le pH et les lactates, vous avez un pH qui est acide, par exemple, à 7,10 ou 7,12 ou 11 ou quelque chose comme ça, et vous avez des lactates à 3,5, vous pouvez ne pas donner du tout de valeur à ce pH. Parce que quand vous allez regarder la PCO2, elle va être à 70 ou la 80. Donc il y a une asphyxie aiguë et non pas chronique. Et l'asphyxie aiguë n'a pas de retentissement, alors que l'asphyxie chronique, elle va avoir un retentissement sur le métabolisme. Le problème des lactates, c'est qu'ils sont des productions il est produit par d'autres organes, de manière physiologique. Il est produit, par exemple, à partir des reins, à partir du foie, à partir du cœur, à partir du cerveau. Donc il y a une espèce d'équilibre entre le lactate sérique et le lactate organique. Ce qui fait que quand vous avez à ce moment-là une souffrance du foie ou une souffrance du cœur ou la chihaja, vous avez une augmentation des lactates qui vont être passés dans la circulation, et quand vous dosez, vous allez doser celui dans la circulation, vous allez dire j'ai les lactates élevés, surtout l'intestin. L'intestin, quand vous avez une ischémie mésentérique, vous avez une libération massive des lactates, et là les lactates ne sont pas le vrai reflet de l'asphyxie, mais de la dysfonctionnement d'un organe particulier. Ce qui fait qu'il faut être assez prudent pour l'interprétation des lactates. Pourquoi on a une déviation des lactates? Parce que, comme vous le savez, le lactate il est transformé, le glucose est transformé en pyruvate avant de rentrer dans le cycle de Krebs. Ce n'est pas le pyruvate qui rentre dans le cycle de Krebs, c'est l'acétylcoenzyme A qui rentre dans le cycle de Krebs. Et donc, du coup, le métabolisme du glucose fait que on passe du glucose, on arrive à un stade de pyruvate. Le pyruvate va se transformer en acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A, il va passer au niveau du cycle de Krebs. Il va, à ce moment-là, passer par un certain nombre d'étapes avant de nous donner 38 molécules d'ATP, et il va nous donner de l'eau, il va nous donner du CO2, bien sûr. Et il y a une liaison dans les deux sens entre les lactates et les pyruvates. Ça, c'est un équilibre par l'intermédiaire de la lactate déshydrogénase. Donc, quand il y a trop de pyruvates, il va passer, il y a trop de pyruvates, il va passer vers le lactate.
Quand est-ce qu'il y a trop de pyruvate? Quand vous avez à ce moment-là un métabolisme anaérobie, avec un manque d'oxygène. Et on voit par exemple que quand on a ici un trop de pyruvate, il va y avoir une déviation du métabolisme vers les lactates et avec une accumulation des lactates parce que le cycle de passage vers le cycle de Krebs par l'acétylcoenzyme A est interrompu ou il est altéré parce que l'asphyxie en fait altère la pyruvate déshydrogénase. Et en altérant la pyruvate déshydrogénase, elle dévie le métabolisme vers les lactates. Dans ce cas-là, quand on regarde la valeur normale de l'acide lactique à la naissance, ça ce sont des études qui sont faites sur des cohortes assez larges. Vous voyez, ça c'est le travail de Thioli en 2017, elle a fait 2 travaux en 2014 et en 2017, il y a à peu près 5000, c'est une étude prospective, à peu près 5000 nouveau-nés, avec un dosage simultané chez du gaz du sang plus lactate au cordon ombilical, et elle a déterminé une espèce de cut-off qui est de 3,2 millimoles, et quand le lactate est supérieur à 3,2 millimoles, on a une spécificité et une sensibilité. Vous avez vu que la spécificité est de 74% et la sensibilité de 84%, ce qui est non négligeable. Ce qui fait que quand vous êtes à ce niveau-là des lactates, vous avez une idée déjà. Est-ce que normalement au-dessus, on est dans le pathologique. Est-ce qu'on est dans le très pathologique ou non? Ça dépend également de la courbe ROC. Quand on prend par exemple, quand on multiplie les lactates par 2, on arrive à 6,4. Vous avez une spécificité de pratiquement 100%. C'est-à-dire que quand vous avez un taux de lactate chez un nouveau-né pendant les premières minutes de vie, pendant la première demi-heure de vie ou même pendant la première heure de vie qui est supérieure à 6,4, vous êtes à 100% certain que cet enfant a eu un manque d'oxygène, qu'il y a eu une déviation vers le métabolisme anaérobie. Ça, c'est certain. La cause, il faut la trouver bien sûr. Il peut y avoir d'autres choses, voilà. Mais en tous les cas, ce qui reflète, c'est que vous allez dire dans ce cas-là. Alors que quand on a un pH, par exemple, un pH à 7, qu'on a pris tout à l'heure la valeur du pH à 7. Si on prend le pH à 7,12 et qu'on multiplie par 2, ça veut dire on arrive à 7,24. Entre 7,12 et 7,24, si je vous pose la question, vous allez me dire 7,12 ou la 7,24, c'est la même chose. Ce qui est vrai, vous avez raison. Parce que ce n'est pas discriminant. Alors que quand on prend le lactate et qu'on le multiplie par 2, ça devient discriminant. Ce qui fait que la valeur du lactate, elle est probablement meilleure que celle du pH. Alors, est-ce qu'on prend le lactate veineux ou la artérielle? Les travaux de Thioli montrent, vous voyez, les courbes, elles se chevauchent. Il n'y a pas tellement de différence, l'un ou l'autre, avec une valeur d'ajustement de 0,4. Vous prenez par exemple un pH, si vous avez des lactates à 6,4, s'ils sont en veineux, à ce moment-là, vous allez dire un lactate à 6,4 en veineux, c'est l'équivalent de 6,44 puisque c'est, non, 6,8. C'est 0,4. 6,8 en artériel, c'est le reflet de 6,8 en artériel. À ce moment-là, donc en utilisant la valeur d'ajustement, on arrive à ce moment-là à se passer obligatoirement parce que parfois c'est impossible de faire un gaz en artériel. Les autres éléments qu'on utilise, par exemple, tout à l'heure vous avez vu dans le métabolisme anaérobie, vous avez vu également qu'il y a quelques enzymes qui interviennent, particulièrement la LDH. La LDH, elle est dosable assez facilement. Vous voyez que quand on regarde chez les enfants qui ont une asphyxie, une encéphalopathie anoxo-ischémique versus des enfants qui n'ont rien, là ce sont les enfants qui ont contrôle, et là l'asphyxie périnatale, vous voyez que le taux sont 3 fois plus élevé. Quand on regarde en fonction du stade de Sarnat, vous voyez que le stade de Sarnat, plus il est important et plus vous avez une augmentation très importante, donc une déviation du métabolisme vers le secteur anaérobie avec une augmentation de la LDH qui est sollicitée. Là, on voit par exemple que quand on regarde les enfants qui ont une asphyxie versus ceux qui n'ont pas d'asphyxie, ceux qui ont une asphyxie, ils ont un taux d'LDH qui est très important. Et ceux qui ont la même chose pour les CPK, vous voyez que quand il y a des CPK qui sont élevés, et surtout quand on regarde s'ils ont une atteinte myocardique associée, vous voyez également que les CPK sont assez discriminants. Alors, quels sont les éléments dont on dispose? On dispose bien sûr du pH. Vous voyez, on dispose du base excess, on dispose du lactate, et on dispose également d'un marqueur très sympa, très simple à faire, les azates.
Les azates, ils ont une valeur quand même très très importante. C'est le marqueur du foie et qui, vous voyez, quand vous avez, c'est un marqueur discriminant. Quand on prend les formes, par exemple, d'asphyxie périnatale, ceux qui ont un taux de lactate, d'azate qui est bas, ils survivent plus que ceux qui ont un taux d'azate qui est beaucoup plus élevé. Bien sûr, il y a les autres. Les azates sont moins discriminants. L'électroencéphalogramme, je vais juste dire un mot, qu'il a une valeur très très importante. L'électroencéphalogramme d'amplitude, il a une valeur très 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 importante, mais pas pendant les premières heures. C'est à partir de H6, H12 qu'il commence à avoir de la valeur. Vous voyez que quand on regarde la sensibilité à H6, elle est très importante, mais quand on regarde la spécificité, elle est quasi nulle. La spécificité. Vous voyez un enfant, vous avez un électroencéphalogramme d'amplitude qui est altéré avant H6, mais il vous dit qu'il est altéré. Mais il vous dit pas pourquoi. Par contre, quand vous le faites à H24, vous voyez que la spécificité et la sensibilité vont augmenter de manière significative. Ce qui fait que c'est très important d'avoir un électroencéphalogramme très tôt pendant les 2 ou 3 premières heures de vie, mais il faut savoir quel est l'environnement clinique. Si l'environnement clinique est en faveur d'une asphyxie périnatale et que vous n'avez pas d'autres éléments, par exemple traumatisme crânien ou hémorragie intracérébrale, là vous pouvez commencer votre hypothermie parce que l'électroencéphalogramme est un marqueur très 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 fiable et même assez spécifique si on a éliminé cliniquement les autres causes. L'imagerie cérébrale, je serai à l'heure. Donc l'imagerie cérébrale très importante, à la fois pour l'échographie et pour l'IRM. Alors l'échographie, il faut bien sûr, on peut la faire à J1 uniquement à la recherche d'une hémorragie, mais elle ne vous apporte rien à J1. Rappelez-vous, au niveau de la physiopathe, vous êtes en phase d'œdème cérébral, œdème cytotoxique. Donc tout est blanc. Le gris est blanc, le blanc est blanc, tout est blanc. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à distinguer le gris du blanc. Ça veut dire que vous ne pouvez pas déterminer vos lésions. Par contre, ça c'est une étude hollandaise prospective multicentrique qui a montré que quand on fait les échographies entre 3 et 7 jours de vie, c'est-à-dire à la phase où il y a une résorption, commence le début de résorption de l'œdème cérébral, jusqu'à la fin de l'œdème cérébral, on arrive à déterminer. Vous voyez, à 3 jours de vie, on a encore de l'œdème cérébral dont les formes sévères et qui permet de distinguer donc les formes modérées, les mild, les modérées et les sévères, avec un risque relatif de 14, voilà. Quand vous avez une atteinte thalamique, c'est-à-dire une hyperéchogénicité au niveau du thalamus, à ce moment-là, vous avez un risque relatif qui est très élevé de dire c'est une asphyxie périnatale avec des enfants qui peuvent avoir des séquelles. La même chose pour le putamène. Alors, en ce qui concerne les noyaux gris centraux, il faut toujours distinguer le putamène et le pallidum. Le pallidum, quand vous avez une atteinte du pallidum, vous avez par exemple une nécrose du pallidum, il ne faut pas prendre ça comme une nécrose dans le cadre d'une asphyxie. Ce sont souvent des maladies métaboliques. Le pallidum, il est le reflet des maladies métaboliques et le putamène, c'est le reflet d'une asphyxie néonatale. Donc, il faut toujours distinguer les deux. Si le radiologue vous dit une atteinte prédominante au niveau du pallidum, orientez-vous vers une maladie métabolique, d'emblée. La même chose en ce qui concerne les bras longs des faisceaux, voilà, les pliques. À ce moment-là, vous voyez, c'est très discriminant. Donc, tout est discriminant entre J3 et J7. Par contre, avant, ce n'est pas discriminant du tout. Quand on prend l'IRM cérébral, vous avez différentes techniques que vous pouvez demander. Par exemple, la diffusion, on la demande très tôt. Elle peut être faite au cours des 3 premiers jours de vie. Elle est très importante parce qu'elle vous dose déjà les lactates cérébraux. Elle vous dit le pic de lactate est à temps. Donc, ça vous donne une idée sur l'asphyxie avec l'accumulation des lactates cérébraux. Et elle vous dira également si ou non il y a des lésions de nécrose qui commencent à s'installer. Mais quand vous faites une diffusion, sachez que vous allez la refaire, l'IRM à G10 de vie. La diffusion vous permet uniquement de savoir où est-ce que vous en êtes, mais elle n'est pas en elle-même validée comme une technique de choix.
La spectro-IRM, elle peut être faite très très tôt, la même chose, elle va vous montrer le pic de lactate, mais il faut savoir que vous allez refaire l'IRM à J10. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas des IRM partout, où on n'a pas beaucoup d'argent, donc il vaut mieux privilégier une IRM standard, T1, T2. Donc, à ce moment-là, standard, qui sera faite entre J10 et J15, de préférence. Et à ce moment-là, c'est là où vous allez avoir quoi? Vous allez avoir à ce moment-là une atteinte qui s'installe. Une atteinte des noyaux gris centraux essentiellement, et une atteinte des bras postérieurs des capsules. Donc, il faut savoir que l'atteinte des bras postérieurs des capsules, elle est pathognomonique des asphyxies périnatales. Elle ne se voit dans aucune autre pathologie en dehors, ou presque aucune, en dehors des asphyxies périnatales. Quand le radiologue vous dit qu'il y a une atteinte des bras longs, il faut à ce moment-là se méfier de l'asphyxie périnatale. Là, je vais, en 5 minutes qui me restent, parler des formes minimes d'asphyxie périnatale, ce qu'on appelle le SARNAT 1, pour laquelle on dit aux parents, ouais, c'est une forme minime, rien à craindre. Là, ce sont 2 études suédoises. Les Suédois, vous le savez très bien, comment ils sont dans leur rigueur. Étude suédoise multicentrique de 2020 sur 741 nouveau-nés vivants. Il y a eu 4 cohortes qui ont été recrutées. Donc, ils ont eu une première étude qui est faite auparavant de 2 cohortes. Il y en a une qui s'appelle la néocool, donc l'hypothermie chez le nouveau-né asphyxique, et une autre qui est faite sur les biomarqueurs. Ils ont utilisé les données de ces 2 cohortes, les patients de ces 2 cohortes, et ils les ont revus par la suite. Donc, c'est du rétrospectif, prospectif. Enfin, c'est un suivi de cohorte. Et donc, ils ont pris comme critère d'inclusion les enfants qui ont des critères d'asphyxie périnatale. Ils les ont évalués entre 18 et 42 mois par les échelles de Bailey et par une autre échelle qui s'appelle le BSI-TD, la 3e version. Et là, vous voyez la population. Là, il y avait des enfants contrôle qui sont des nouveau-nés normaux. Et quand on compare, par exemple, le score d'Apgar des enfants normaux, là, le poids et le sexe et tout le reste est comparable. Quand on compare le score d'Apgar de nouveau-nés contrôle par rapport aux asphyxiques, vous voyez que là, ils ont pris 4 catégories d'enfants. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont pris ceux qui ont une asphyxie sans signe d'encéphalopathie. Ils ont pris ceux qui ont une encéphalopathie modérée. Ceux-là, ils sont nés dans un contexte d'asphyxie avec des anomalies de rythme cardiaque fœtal et ainsi de suite. Ceux-là, ils ont un score 1 de SARNAT, score 2 de SARNAT, score 3 de SARNAT. Et quand on regarde, par exemple, le score d'Apgar, vous voyez déjà ceux qui ont une asphyxie sans encéphalopathie, à la naissance, immédiatement à la naissance, ils ont un score qui est bas, mais ils récupèrent très très vite. Ils ont un pH qui est acide, mais ils n'ont pas de signe d'encéphalopathie, alors que les autres, vous voyez, ils ont tous des signes, voilà, y compris un pH qui est bas, y compris à ce moment-là, ils les ont regardés. Ils les ont suivis. Et quand ils ont le suivi, vous voyez, quand on prend le développement cognitif, le développement de langage, le développement moteur pour les versus contrôle par rapport à ceux qui ont une asphyxie sans encéphalopathie et par rapport à ceux qui ont une encéphalopathie minime. Vous voyez qu'il y a une différence quand même assez nette au niveau développement cognitif, au niveau développement de langage et au niveau développement moteur par rapport à ces 2 populations. Quand on regarde la différence moyenne entre ceux contrôle versus encéphalopathie minime, vous voyez qu'ils perdent 6 points au niveau cognitif, ils perdent 2,7 points au niveau langage et ils perdent, voilà. Et donc ça, quand on prend une étude univariée, quand on prend une étude multivariée, ils perdent encore plus. L'étude multivariée, ça veut dire qu'on fait rentrer le niveau scolaire de la mère, l'âge de la mère, la profession des parents et ainsi de suite. Donc la culture, est-ce qu'ils sont originaires de Suède ou ils sont des migrants et ainsi de suite. Et quand on regarde le devenir de ces enfants, ce qui est assez impressionnant, c'est ça. Vous voyez, dans la population normale, vous avez des enfants qui ont un quotient de développement qui arrive jusqu'à 150. Ici, il n'y en a aucun qui arrive à 100, qui dépasse les 130, même pas, 125. Vous voyez, aucun n'a un quotient de développement très élevé. De la même manière, ici, il n'y a aucun qui a un quotient de développement à 60, alors que là, il y en a pas mal qui ont un quotient de développement à 60. Ça veut dire que les formes minimes ne sont pas aussi minimes que ça.
elles peuvent avoir un retentissement. Alors, dans ces formes minimes, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des chevauchements avec les formes modérées et les formes minimes. Est-ce que ce sont réellement des formes minimes ou ce sont des formes qu'on appelle composites avec un chevauchement entre les deux? C'est pas exclu. Mais bon, c'est une étude suédoise et les Suédois sont très, très rigoureux dans leur, voilà. Donc ça, c'est franchement inquiétant quand on voit que là, ces enfants-là, même avec un entourage très 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 favorable, ils peuvent pas malheureusement prétendre à faire des études très supérieures, c'est-à-dire doyen de la faculté de médecine à Marrakech ou la Tanger. Tanger, c'est mon modérateur. Donc, ça, c'est une autre étude. Oui, si, c'est la même. Vous voyez que quand on regarde les enfants qui survivent avec un score de développement un petit peu au-dessous de plus une DS, on prend par exemple, on va dire, la moyenne est là, on va prendre ceux qui survivent avec une DS supplémentaire. Vous voyez que ceux qui ont une asphyxie minime, il y a moins de survie par rapport au contrôle. Ceux qui, bien sûr, on ne parle pas de ceux qui sont une asphyxie sévère. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand on descend, quand on exige un développement à plus une DS, il y a énormément d'enfants qui ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Une autre étude également suédoise, et j'aurai fini. Il me reste, je pense, 2 diapos, non 3. Donc c'est une étude comparative avec une cohorte de 500 000, voilà. Il y a eu 414 nouveau-nés sur 500 000 et quelques enfants, rétrospectifs, tirés d'un registre. Et donc, du coup, 414 nouveau-nés qui ont une asphyxie périnatale. Quand on prend les caractéristiques de tous les enfants, il n'y a pas beaucoup de différence, sauf on trouve que les primipares, c'est plus fréquent chez les femmes primipares ou qui ont un BMI qui est élevé. Donc, la gestationnelle, on prend par exemple, si on prend les enfants qui n'ont pas d'asphyxie versus ceux qui ont une asphyxie, on trouve que ceux qui ont plus d'asphyxie, ils naissent plus tard, à un âge gestationnel supérieur à 41 semaines. On trouve par exemple de manière significative l'infection intrapartum et on trouve de manière significative l'utilisation de voix basse instrumentale et de césarienne. Ce qui est logique. Quand on est dans une asphyxie périnatale, automatiquement, on fait plus rapidement une césarienne pour extraction ou bien on fait un forceps d'extraction. Donc on confirme ces éléments-là. Alors, ce qui est inquiétant aussi, quand on prend par exemple les enfants qui n'ont pas d'asphyxie et on prend le taux pour 1000 en ce qui concerne leur devenir, là la même chose, le devenir a été fait à 18 mois, vous voyez que on trouve ici par exemple si on prend le devenir composite pour 1000 ou pour 1000 par année. On prend pour 1000, vous voyez qu'on trouve par exemple composite c'est tout confondu, 9,5 pour 1000 versus 41 pour 1000, paralysie cérébrale 0,7 versus 14,5, épilepsie 2,6 versus 12, donc multiplié par 6, retard mental 6, là on est à 7,2, les décès, vous avez pratiquement rien, 12 fois, enfin plus, 20 fois plus de décès chez les enfants qui ont une asphyxie minime. On est toujours dans le minime. Quand on prend le RR, vous voyez le RR, il est là de manière significative. Ça veut dire quoi? Donc, je n'ai pas de conclusion, ou presque pas, pour vous dire, l'asphyxie périnatale est quelque chose qui est pourvoyeur de retard mental. Que les formes minimes, il faut, bien sûr, nous avons des marqueurs qu'il faut savoir interpréter, mais surtout, les formes minimes, elles peuvent être graves. Donc, il ne faut pas banaliser vis-à-vis. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les traite? Non. L'hypothermie n'est pas indiquée. Il y a eu des tentatives de traitement par hypothermie. Et on a trouvé que ceux qui ont été traités par hypothermie, d'abord, il n'y a pas de différence significative entre leur devenir, ceux qui sont traités et ceux qui ne sont pas traités, d'une part. Et d'autre part, il y a des études qui ont montré que que le traitement par hypothermie dans les formes minimes, il est ceux qui sont traités ont un devenir moins bon. Ça veut dire que le traitement est probablement délétère, probablement sur l'hémodynamique, parce qu'ils ont déjà une souffrance. Vous allez les mettre en hypothermie, vous altérez la fonction cardiaque et vous allez à ce moment-là aggraver l'hémodynamique. De manière
Parce que vous ne pouvez pas le détecter. Pourquoi? Parce que quand on prend l'hémodynamique, on se base sur la tension artérielle, sur la diurèse et ainsi de suite, et on oublie la microcirculation. Et tout se passe au niveau de la microcirculation parce qu'on est en face de dème cérébrale. Donc du coup, l'hypothermie n'est pas indiquée, en tous les cas pour le moment. Il y a des études, il y a pas mal de cohortes qui ressortent avec le traitement des formes, les mild, avec probablement pas le niveau de 33,5, mais peut-être 34 degrés, mais ce n'est pas une indication. Qu'est-ce qui va être très important? C'est l'information des parents. C'est de dire aux parents, il s'est passé quelque chose. Vous l'avez vu, داروا césarienne, كيفاش مزيان, il va bien. Mais خص تعرفوا بلي ربما في المستقبل غادي يكون عنده مضاعفات على داك الشيء, خصو هذه وخصو هذه وخصو هذه. Et bien sûr, il ne faut pas alarmer parce que les parents ils vont être focalisés sur الآخر, غادي يقول لك وراه هذا الشيء راه عنده الولد, si il fait juste un pas, il glisse, il tombe, يمكن مع الزياده. Non, il faut leur dire juste. Alors غادي ربما يحتاج انه ملي يكون في المدرسه vous allez beaucoup l'aider, vous allez beaucoup ولكن ce sont des enfants qui vont se développer normalement, mais ils ont besoin d'une attention particulière, surtout en ce qui concerne la scolarité. Voilà, je vous remercie. Les expertises. Sidi Mandik médecin. J'avais oublié, je te l'ai dit que j'avais oublié. Alors, donc, les deux expertises, donc les obstétriciens et Kismito. L'expertise a été donnée au début à Denis de Victor. Denis de Victor, qui est mon chef de service et qui est mon ami et tout ce que vous le savez. Et قال لي جا عندي واحد المره البيرو, عطاني هذاك حط لي هذاك الدوسي, قال لي je m'en sors pas, tu te débrouilles avec. Et voilà, donc les 900 € du dossier, tu les auras. قلت له واخا ماشي مشكل. Je ne savais pas de quoi il s'agit. Donc je prends le dossier, j'ai compris pourquoi il me l'a donné. Donc, cadeau empoisonné. Voilà. Et après نشوف لأن هو c'est clair, قال لي ça ne rentre pas dans ma tête. Il y a une asphyxie. Le premier cas, c'est 17 minutes. Vous vous rappelez, le deuxième cas, 20 minutes de bradycardie. Moi non plus. 17 minutes de bradycardie, ce n'est pas possible. Je regarde, je relis, je commence à relire, et on trouve, en fait, ce qui est écrit, c'est que quand vous avez en anténatal un arrêt cardiaque fœtal, quelle que soit la cause, procidence du cordon, rupture utérine, décollement placentaire, tout ce que vous voulez, arrêt cardiaque brutal. Vous avez un arrêt cardiaque brutal, procidence du cordon, c'est un arrêt cardiaque brutal. Donc vous avez un arrêt cardiaque brutal, le gaz du sang que vous allez faire sur le cordon ombilical, c'est le reflet de la circulation dans les minutes qui ont suivi l'arrêt, puisque vous avez une interruption brutale d'un seul coup. Et à ce moment-là, il ne reflète absolument pas la suite. Ce qui fait que, avec le gaz du sang, voilà ce qui s'est passé avant l'arrêt cardiaque. Et après l'arrêt cardiaque, il n'y a rien, il n'y a plus de circulation. Donc cette partie du cordon était isolée. Elle avait une circulation sanguine, voilà. Et donc c'est l'argument que j'ai fait pour blanchir le pédiatre, le pauvre. Le deuxième, c'était exactement la même chose. Et le troisième, c'était pire. La même chose. Denis de Victor, j'ai le dossier. Il y a un décalage entre un gaz du sang qui est la veine, ils ont dosé la veine ombilicale. La veine ombilicale, un pH à 7,32. Et l'artère ombilicale, 7,01 ou la 7,02. Voilà. Donc, un décalage énorme entre les deux. Ils ont eu au moins le courage et la chance d'avoir fait les deux. Et c'était un contexte de circulaire serré du cordon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La même chose, c'est écrit, c'est publié. Quand vous avez une circulaire du cordon, où là vous avez un nœud au niveau du cordon, mais un nœud qui est lâche, vous avez un vaisseau qui circule et un vaisseau qui ne circule pas. La veine ombilicale ne circule pas parce qu'elle est plate. Elle est très rapidement aplatie. Et l'artère ombilicale, comme elle est rigide, elle continue à circuler. Ce qui fait que le fœtus, il a une veine, quand ils vont prendre le sang, ils vont prendre sur une veine qui ne circule pas le reflet du sang de la mère, et une artère qui continue à circuler, qui est le reflet du métabolisme du fœtus. Parce que ces deux vaisseaux, il y en a un qui est comprimé et l'autre qui n'est pas comprimé. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec le sang. Alors moi, je leur dis, la veine ombilicale, je m'en fous. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, il y a même pas un mois, et ça a donné lieu à un débat assez houleux parce qu'il y avait un avocat qui était plein de mauvaise volonté, et je lui ai dit, voilà, donc la veine ombilicale, je m'en fous.
Elle circule, enfin, elle a arrêté de circuler, mais l'artère ombilicale, elle a continué. Donc, le reflet du métabolisme du fœtus, c'est l'artère ombilicale. Voilà. Donc, c'était ça le truc. Donc, quand vous avez un pH pour lequel vous ne comprenez pas, et surtout quand vous avez un arrêt cardiaque anténatal brutal, le gaz du sang au cordon n'a pas d'intérêt. Il faut le refaire vous-même 30 minutes après. D'insister sur un message très important, c'est le fait de faire des enzymes, le dosage des enzymes hépatiques par exemple, mais aussi la fonction rénale. Oui. Il faut rappeler que la plupart des contextes hospitaliers marocains ne disposent pas de gazométrie. C'est très difficile de les installer, de les maintenir après avoir installé les machines. Oui. Et donc du coup, nous n'avons pas la possibilité de documenter le dossier. Et pour cette responsabilité médico-légale, je pense que des alternatives telles que les enzymes hépatiques, la fonction rénale, parfois même une échographie cardiaque, parce qu'on peut tomber sur une myocardite. Absolument. Absolument. Une asphyxie périnatale, c'est important pour le suivi ultérieur. Très bien, Abdelmounem, je suis d'accord, je me souscris complètement dans ce que tu dis. Franchement. Malheureusement, Monsieur le Président nous demande d'arrêter la discussion. On te remercie beaucoup pour ce brillant exposé.